Salut à toutes et à tous et bonne semaine. Merci d'être avec nous sur la chaîne Tech & Co et bienvenue. Eh bien, comme chaque semaine et comme chaque lundi, dans Tech Hebdo. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. Nous sommes ravis de commencer la semaine avec vous, avec ce condensé d'ActuTech. Voici le sommaire. Alors, tout d'abord, on va revenir sur les nouveaux produits Apple qui viennent de sortir, le nouvel iPad et le nouvel iPad Pro. La rédaction de Tech & Co les a testés. Raphaël Grabli viendra nous dire ce qu'il en pense. Oui, et puis Jérôme reviendra sur cette histoire incroyable de ransomware qui touche tous les hôpitaux et les cliniques. Et récemment, une maternité parisienne, Benoît Grunenblad, viendra tout nous expliquer tout à l'heure. La VR pour lutter contre la douleur, c'est très sérieux. C'est ce que viendra nous expliquer le fondateur de la start-up HypnoVR, notre invité. Voilà, sujet très intéressant. Merci d'être avec nous. C'est parti pour Tech Hebdo sur la chaîne Tech & Co. Et oui, comme chaque lundi soir, François, on reprend les bonnes habitudes. On reprend les bonnes habitudes et on est ravis de vous retrouver. Bien sûr, sur la chaîne Tech & Co que vous pouvez retrouver sur les box, sur la chaîne YouTube aussi, bien sûr, sur l'appli RMC BFM Play. N'hésitez pas à retrouver en linéaire cette chaîne et surtout cette émission. Et puis après, aller papillonner sur le replay. Voilà, où il y a plein d'émissions qui vous attendent. Allez, on attaque avec l'actu. Et l'actu, c'est avec Raphaël Grabli, la rédaction de Tech & Co. Salut Raphaël. Salut à tous les deux. Raphaël. Toujours un plaisir que d'accueillir Raphaël Grabli, qui en plus, Jérôme, a testé durant tout le week-end, sans s'arrêter, non-stop, les nouveaux iPads. Mais quelle chance! C'est ça, voilà. C'est le dévouement journalistique. C'est formidable. Alors, nous attendons et nous sommes impatients de connaître ton verdict. Alors, c'est notre verdict, parce que Mélinda Darmoulas, collectif. qui est dans l'équipe, m'a plus qu'aidé. En fait, c'est même elle qui signe le test. Quand même, je le précise, mais c'est vrai qu'on a pu s'amuser et jouer un peu avec. Alors, en fait, on n'a pas tellement de surprises. C'est-à-dire qu'on s'imagine les qualités en voyant déjà les annonces, notamment le design de l'iPad, du nouvel iPad, qui reprend en fait le design des nouveaux iPads, de l'iPad Air, de l'iPad Pro, avec le design bord à bord. Et voilà. la fin du bouton Home, du bouton principal. Disparition. Hop. La disparition. Et il y a une disparition de prise aussi, je crois. Alors, il y a un changement de prise. Changement de prise. Donc, on n'a plus de Lightning, on passe enfin à l'USB-C. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu le début de la fin du Lightning chez Apple, parce qu'en fait, du coup, le Lightning, il n'y a plus que sur l'iPhone. Donc, on se doute que c'est vraiment la première étape vers la fin du Lightning. Alors, il faut préciser quand même que c'est l'iPad précédent, avec Lightning, reste en gamme. Donc, pour recontextualiser, en fait, ce nouvel iPad, qui est l'iPad, entre guillemets, de 10e génération, mais d'entrée de gamme, qui n'est pas tout à fait entrée de gamme, puisqu'il y a encore l'ancien, il est quand même bien plus cher, parce qu'il est à 589 €, à partir de 589 €. L'iPad 9e génération, l'an dernier, il était sorti à 389 €. Et alors, gratos, comme ça, il prend 50 € l'ancien. C'est-à-dire que non seulement il ne baisse pas, mais il augmente. Ah ouais? Et bien oui, avec l'euro-dollar, malheureusement. Entre le 9 et le 10, il y a 200 €. Il y avait 200 € d'écart. Il y avait 200 €, mais en fait, il n'y en a que 150, puisque du coup, le 9 vient de prendre 50 €. La parité euro-dollar, rappelle-moi, c'est ce phénomène qui ne touche qu'Apple, on est d'accord? Surtout Apple. C'est justement, ce n'est plus la parité euro-dollar. Ah oui, non, là, c'est la déparité. Exactement. Donc on là, rappelle aussi on prend un peu cher. Il y a des spécificités françaises, avec la fameuse taxe copie privée. Et la copie privée. Bien évidemment, tous nos produits high-tech. Bon, mais il booste un peu cet iPad-là? Alors oui, le processeur est un peu plus puissant, mais honnêtement, ça ne change pas fondamentalement la donne. C'est-à-dire qu'on a le processeur de l'iPhone 12, mais en vrai, l'iPad d'entrée de gamme, de toute façon, en général, c'est un usage familial. Même avec le processeur précédent, c'est tellement des bêtes depuis maintenant, 4-5 ans, que de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Vraiment, l'intérêt de prendre cet iPad... Alors honnêtement, c'est une réussite. Je veux dire, il n'a quasiment pas de point faible, techniquement, cet iPad. Si ce n'est quand même un truc un peu incroyable, c'est l'Apple Pencil 1, qui est, lui, en Lightning. Donc, si on aime le Pencil, si on veut le Pencil, on a le Pencil en Lightning, il faut mettre son adaptateur. Honnêtement, c'est un peu ridicule. Ça n'a aucun sens. Non, mais c'est pour ça que je t'attaquais pas, mais je soulignais ce changement de prise, parce que c'est pas rien, c'est dans un contexte. Non, mais c'est ça. Mais en fait, Apple est dans une transition. Voilà, exactement. Donc, c'est vrai qu'on va se taper 2-3 ans avec des petits accros comme ça. Et là, le Pencil, honnêtement,
c'est un peu... Alors, c'est pas dramatique, parce que le Pencil, on le recharge une fois, ça va vite. La batterie... oui, ça dure longtemps. Mais c'est vrai que ça fait un peu sourire quand même d'acheter un iPad à 600 € et de se dire que la Pencil, il faut un adaptateur. Voilà, mais bon, après, honnêtement, on n'est pas très nombreux, je pense, à utiliser le Pencil, notamment sur l'iPad d'entrée de gamme. Plutôt sur le mais Pro. sinon, si on aime le design... Enfin, honnêtement, il n'y a aucune fausse note. Et puis, je pense qu'il aura une durée de vie. Ça, c'est très important chez Apple. L'iPad, la durée de vie, on parle quand même de 6 ans de mise à jour. Et un petit détail amusant, d'ailleurs, c'est que la caméra, elle est placée sur la tranche la plus longue, c'est-à-dire elle est au niveau horizontal. Comme ça. Alors que normalement, les iPads, on a l'habitude de les prendre comme des iPhones. Bah, finalement, cette fois, la caméra, elle est sur le côté. C'est-à-dire qu'en fait, il est fait pour être utilisé plus comme un ordinateur. Et je pense que dans ses études de marché, Apple a dû se rendre compte que les gens l'utilisaient finalement avec le support et avec un clavier. Et à l'horizontale. Et alors ça, c'est marrant, je trouve ça. Ou alors comme ça, et du coup, si on fait ça, on met la main sur le... Exactement. Et donc, du coup, maintenant, l'appareil photo qui s'améliore un peu, mais enfin bon... Personne ne prend des photos avec un iPad, ou alors peut-être les personnes très âgées. Mais c'est vrai, dans les musées, il y a toujours des photos de la Tour Eiffel qui ont été prises par des iPads, tu peux pas imaginer. Des touristes asiatiques. Mais bon, l'appareil photo est amélioré. C'est-à-dire que la Tour Eiffel, elle rentre, parce que comme elle est grande, dans un iPad, ça rentre dans le grand écran. D'ailleurs, l'écran, il s'agrandit un petit peu. Il s'agrandit un petit peu. Eh bien oui, puisqu'on a des bordures plus fines, donc il s'agrandit un petit peu. Donc on se retrouve avec un look, un design, enfin, qui ressemble à quelque chose qui est moderne. Si on résume, le design... Bah nickel, c'est ce qu'on attendait. En plus, il y a des nouvelles couleurs. Apple, en ce moment, ils font énormément de couleurs, donc ça peut plaire à tout le monde. L'USB-C, merci, enfin l'USB-C sur l'iPad. Enfin, sur l'iPad d'entrée de gamme, parce que c'est sur tous les autres iPads. Évidemment, la puissance, durée de vie extrêmement importante. Et après, bon, les points faibles, il y a cette histoire de l'Apple Pencil qui est un peu anecdotique. C'est un petit détail. C'est vraiment un détail. Non, le point négatif, c'est évidemment le prix, 589 €. Après, on fait le calcul, si vraiment on l'utilise fréquemment, sur 6 ans, ça me paraît assez cohérent. Après, il faut rappeler quand même que l'iPad 9e génération, qui a 150 € de moins, qu'on va trouver, à mon avis, quand même, je pense, à moins de 400 € avec les Black Friday qui arrivent. C'est quand même un super choix. Alors, on a encore le bouton à l'ancienne, mais c'est aussi une tablette qui fait le boulot, qui tient plus que la route. Qui se prend un petit coup de vieux au niveau design. Voilà. C'est un peu comme l'iPhone 6. Enfin, le design des anciens iPhones. Quand on passe un câble comme ça fait toujours un peu mal pour les anciens. C'est peut-être moins gênant pour une tablette que pour un smartphone. Bah oui, c'est vrai. Juste un mot. Alors, Apple a annoncé aussi de nouveaux Apple TV, mais on ne va pas vous dire grand-chose, puisque finalement, il n'y a pas grand-chose qui change. Une puce un petit peu plus puissante. Le port USB-C. Le USB-C dans la télécommande qui remplace le Lightning. Non, mais c'est des détails. Mais ça monte. Mais ça prouve que la vague USB-C et que le prochain iPhone. Et que le prochain iPhone sera sans doute en USB-C. Parce que de toute façon, voilà, il y a cette pression européenne. De l'Union européenne. Alors, est-ce que Apple l'aurait fait quand même? Ça, on ne le saura jamais. Mais en tout cas, pas très chaud, ils n'étaient pas très chauds, mais enfin quand même, ils les avaient mis sur les iPads. On sentait que ça finissait par arriver, mais qui voulaient tirer le plus possible la corde de leur business des accessoires, parce qu'on rappelle quand même, quand un accessoire Lightning se vend dans le monde certifié par Apple, par n'importe quel fabricant d'accessoires, Apple prend une com et on parle de centaines de millions de dollars par an. Donc on sent qu'Apple veut tirer quand même le plus longtemps possible. Et puis qu'au bout d'un moment, parce qu'on a quand même des questions de charge rapide, le Lightning c'est quand même beaucoup moins bon que le USB-C, techniquement. Donc il faut passer par le USB-C, probablement derrière pour que l'iPhone passe un cap en termes de charge rapide. Très bien. Autre sujet, Raphaël. Alors, on parlait jeux vidéo. Oui. Alors, oui, c'est une décision de justice de la Cour d'appel de Paris. En fait, il y a 2 ans, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait l'UFC Que Choisir qui avait déposé plainte contre Steam parce qu'en fait, ils estimaient que Steam mettait une clause abusive dans son contrat. Quand on achète un jeu dématérialisé sur Steam, on ne peut pas le revendre, ce jeu. Finalement, on ne peut pas dire « je le revends, techniquement, je ne pourrais plus l'utiliser », comme on le faisait avec nos jeux qu'on allait ramener et revendre, tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu l'achètes et tu le télécharges, finalement, il ne peut plus, il t'appartient. Mais il ne peut pas être revendu. Il ne peut pas être revendu. Et finalement... Même si tu t'en sers plus. Même si on s'en sert plus. Et donc, l'UFC Que Choisir a attaqué Steam. En 2019, c'est le tribunal de Paris, je ne sais plus lequel exactement. Donc, ils ont donné raison à l'UFC Que Choisir. Et donc, ils ont dit la clause de Steam est abusive. Donc, en un mot, et quand ils parlent de Steam, en fait, ils parlent de toutes les autres plateformes concurrentes. C'était Steam parce que, évidemment, c'est le principal. Et donc, c'était quand même vachement intéressant parce qu'on se disait, ça veut dire que Steam va devoir développer un moyen de céder son jeu en version numérique. C'est que la dématérialisation ne tue pas, en fait, la revente ou le marché de l'occasion. La seconde main, même si c'est plus de l'occasion, parce qu'on parle de numérique, donc c'est la même chose. Mais on ne peut plus céder
son droit d'usage au jeu. Et donc, c'était hyper intéressant. Évidemment, Steam a fait appel. La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 21 octobre. Ça a été rapporté aujourd'hui par l'Informé, un nouveau site qui s'est lancé récemment, d'ailleurs. Salut, d'ailleurs. Et donc, la Cour d'appel a invalidé la première décision et a dit non, cette clause de Steam n'est pas abusive, elle est parfaitement licite, parce qu'il faut savoir que dans la loi française, on peut céder un logiciel qu'on a acheté, y compris dans un format numérique, sauf que la Cour d'appel dit non, parce qu'un jeu vidéo, c'est pas seulement un logiciel, c'est aussi une œuvre, et donc il y a des droits d'auteur, et pour ces droits d'auteur, si on revend les jeux, il y a un préjudice pour les ayants droit qui est trop important. Donc on dit non. Alors après, on peut se dire qu'à l'époque où on achetait des jeux boîtiers, il y avait aussi ce problème-là. Malgré tout, on revendait ces jeux. Est-ce que ça ne fait pas jurisprudence en quelque sorte ? Non. Est-ce que cette histoire va s'arrêter là ? Est-ce que l'UFC peut faire... ils peuvent se pourvoir en cassation. Voilà, se pourvoir en cassation. Est-ce qu'ils vont le faire ? Ils n'ont pas encore communiqué, donc on saura s'ils se pourvoient en cassation. Alors, en fait, ils avaient attaqué la première assignation, c'est en 2015. Donc ça remonte. Et après, il y a quand même quelque chose que je me dis, c'est oui, ils peuvent se pourvoir en cassation. Sauf qu'entre-temps, le business model du jeu, il a quand même pas mal changé, puisque maintenant, on est sur de l'abonnement. Et ça, finalement, c'est caduc. Enfin, c'est déjà obsolète. On est sur l'abonnement, mais pas toujours, finalement. Pas toujours, non, tu mais peux t'acheter un FIFA sur PlayStation 5, et le problème sera le même. Oui. Tu vois. Bon, alors, non, mais c'est clair, même si les FIFA, malheureusement, on les revend en général, même si Micromania, 1 €, ils ne le reprennent pas, tellement il y en a. Mais c'est vrai que tu as raison. Il y a plein de jeux qui ne sont pas forcément dans les catalogues d'abonnement. Voilà, qui sont même ultra premium, des AAA. Exactement, voire des petits jeux indés qu'on aurait envie d'acheter 4 et revendre 2, pourquoi pas. Donc, je suis d'accord avec toi, ça resterait hyper intéressant, mais ça voudrait dire que Steam devrait développer quand même tout un système. Un moyen, tout un système. Mais ça me paraît assez peu probable. C'est intéressant. Oui, mais il y aurait peut-être une réponse à ça, ce serait les NFT. Puisque les NFT permettent précisément la revente d'œuvres d'art, et à chaque fois, le créateur peut en tirer un bénéfice. Oui, mais il faudrait que ce soit légal. En tout cas, il faudrait que la clause de Steam soit rendue illégale. Voilà, c'est un super débat en réalité. Oui, c'est passionnant. C'est vrai que c'est finalement, est-ce qu'on pourrait continuer à faire comme ce qu'on faisait il y a 20 ans, enfin il y a 15 ans. Tout à fait. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, Raphaël. Évidemment, rédacteur en chef adjoint de cet univers Tech & Co que vous pouvez retrouver. Donc, je le disais, de l'univers. De tout l'univers. de tout l'univers. Que vous pouvez retrouver donc sur le site web, mais aussi sur la chaîne et sur l'émission Tech & Co sur BFM Business. Jérôme, on va parler sécurité dans un instant. Cybersécurité. Jérôme Colombin. Oh, j'aime pas quand tu attaques non, comme mais parce qu'on parle d'un sujet sérieux, donc je t'appelle Jérôme Colombin, parce que c'est important. Ça fait peur. Notre rendez-vous cybersécurité avec notre expert. Alors, je vais l'appeler toujours avec plaisir. De manière sérieuse, Benoît Grunemwald. Bonjour. Messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur Benoît, spécialiste de la cybersécurité au sein des France. Expert cybersécurité. Benoît, on va revenir... malheureusement sur un sujet qu'on évoque de temps en temps dans Tech Hebdo et évidemment dans tous les médias, c'est les ransomware, avec encore une fois, Jérôme, une attaque, notamment là, d'une maternité qui s'est déroulée il y a quelques jours. Et oui, contre des organismes de santé, des hôpitaux, des maternités, mairies également. On pourrait peut-être dire un mot de la toute dernière actu dans ce domaine. C'est donc la maternité des Bleuets qui avait été cyberattaquée et une attaque qui a été revendiquée, Benoît ? Complètement. C'est assez extraordinaire. Le service communication de cette compagnie mafieuse qui s'appelle Vice Society a revendiqué l'attaque et donc demande le paiement de la rançon, contre quoi il pourrait ne pas diffuser les données. Mais on sait que payer la rançon n'est pas du tout une solution et qu'on ne peut pas faire confiance à ces groupes d'attaquants dont le métier est justement, en particulier pour Vice Society, de s'attaquer soit aux entreprises, soit aux administrations, aux écoles, aux hôpitaux. Et Vice Society, à contrario d'autres groupes d'attaquants, a décidé qu'il serait tout à fait dans leur éthique d'attaquer des écoles et ou des hôpitaux. Dans leur éthique. Et là, on va parler des maternités quand même. J'aime bien leur notion de l'éthique. Oui, tout à fait. Alors, cette maternité, concrètement, comment a-t-elle été
impactée par ce ransomware, on le sait? Elle a été impactée parce qu'elle a lancé un plan blanc, c'est-à-dire le plan pendant lequel tout le système d'information n'est pas disponible et les admissions, mais également les traitements, sont passés en mode manuel avec le bon vieux crayon et papier. Donc retour au fonctionnement avant l'informatique. Plus fuite de données? Alors, bien entendu, et c'est malheureusement généralement la double peine, voire la triple peine, on pourra en parler juste après sur les données de santé qui sont exfiltrées de ces maternités et ou de ces hôpitaux. Donc, la première peine, c'est l'arrêt du système d'information. La deuxième peine, c'est l'extorsion de fonds avec le rançongiciel. Notamment, là, on a 5 millions de mémoire. Et puis ensuite, la troisième extorsion, c'est de faire chanter ceux dont les données ont fuité. Donc ça pourrait être beaucoup plus tard, en fait, sous forme de SMS, de mails, de choses comme ça. On distingue l'hameçonnage qui pourrait reposer sur les données de santé qui ont été volées, donc ce qui pourrait permettre de faire un hameçonnage d'une très très grande qualité, surtout quand on sait que l'intelligence artificielle permet même à des acteurs qui ne parlent pas la langue de pouvoir écrire des textes dans leur langue maternelle, d'utiliser un outil de traduction. Il en existe des très performants et gratuits bien traduit, en plus, qui reposent sur l'intelligence artificielle et qui sont capables de nous fournir du contenu d'excellente qualité. Ouais. Et avec nos données personnelles, ces informations sont vraiment très précises. Alors cette attaque, c'est étonnant parce qu'elle a eu lieu le 9 octobre dernier, donc ça remonte quand même à pas mal de temps. Et il faut savoir que cette attaque a impacté les moniteurs des électrocardiogrammes des fœtus, qui d'un coup se sont éteints. Imaginez un petit peu le stress des parents et du personnel soignant. Pendant 10 jours, il y a eu donc un impact. Il y a des salles de maternité qui ont été fermées, etc. etc. C'est dingue quand même, l'impact que peut avoir tout ça. Pourquoi cette multiplication d'attaques contre des hôpitaux et des organismes de santé, en fait ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que, on le voit, les objets connectés sont omniprésents dans les hôpitaux ainsi que dans les écoles. On a aujourd'hui des tableaux blancs électroniques et ces objets n'ont pas forcément la possibilité d'embarquer des solutions de sécurité. Donc ils sont assez vulnérables. Ah oui. D'une manière générale, à partir du moment où vous êtes connecté à Internet, donc un établissement de santé et ou un établissement scolaire l'est, eh bien vous avez des accès. Et ces accès, on va les retrouver soit grâce à de l'hameçonnage, donc on va vous envoyer un message pour récupérer votre login et votre mot de passe pour rentrer dans le réseau, soit certains brokers, donc des AI brokers, vendent ces accès. Donc, si vous êtes un cybercriminel, soit vous faites vous-même la campagne d'hameçonnage, soit vous dites « j'achète sur Internet… » sur étagère des accès. Directement des accès. Donc, vous en achetez 10, 20, 30 000. Comme je peux acheter, par exemple, des faux numéros de carte bleue, des trucs comme ça. Complètement. Divers services dans le Darknet, vous allez retrouver ces accès qui vont vous permettre de rentrer. L'étape initiale, et une fois que vous êtes malheureusement dans le système d'information, eh bien, vous découvrez ce qu'il y a et vous allez implanter, récupérer des droits et ensuite chiffrer. Ouais, donc ce n'est pas qu'ils sont spécifiquement visés, mais c'est qu'ils sont vulnérables. Donc on saute sur eux comme les malfaiteurs qui attaquent les personnes âgées parce qu'elles se défendent moins bien. Quoi. Complètement. C'est un truc sympa, vraiment. Complètement. Et il y a aussi un retentissement qui est très fort parce que si une mairie est attaquée, celle-ci ne sera plus capable de délivrer ses services. Par exemple, livrer des repas aux personnes âgées, gérer sa ville. Les conséquences sont énormes. Les conséquences sont énormes, ce qui est le cas également pour des établissements de santé et ou des établissements scolaires. L'impact est tellement énorme que c'est forcément médiatisé, mais beaucoup de petites et moyennes entreprises font les frais de ces cybercriminels. Régulièrement, ouais. On a 1 minute encore pour parler des recours. Qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'en plus, on dit à ces entreprises, surtout, il ne faut pas payer. Mais bon, c'est bien gentil. Effectivement, le premier conseil est de ne pas payer. Les hôpitaux n'ont pas beaucoup d'argent, en plus. C'est ça qui est débile. Il y a des tensions, effectivement, budgétaires sur les hôpitaux qui sont énormes. Et on voit, par exemple, pour Corbeil-Essonnes, qu'il va falloir à peu près 7 mois pour reconstruire le système d'information et que cela va coûter 7 millions. Donc la rançon, on ne peut pas forcément comparer les deux, mais la rançon était demandée de 10 millions et le coût pour reconstruire le système d'information est de 7. Espérons qu'avec ce nouveau système d'information, il y aura plus de sécurité
et de garde-fous que le précédent, que ça serve au moins à ça aussi. Et donc, si on est patient, eh bien, cybermalveillance.gouv.fr a mis en place un formulaire qui permet de faire un dépôt de plainte simplifié, notamment si nos données ont été utilisées, sorties. Donc, elles ont été sorties de l'hôpital. Pour les particuliers, vous voulez dire? Pour les particuliers qui se sont fait soigner dans cet hôpital et dont les données sont sorties. Si c'est avéré, si vous sentez que vos données ont été utilisées, déposez plainte. Oui, mais comment on peut le savoir, ça? Notamment en recevant des hameçonnages très ciblés ou en ayant des recherches qui sont faites sur le Darknet. Merci Benoît. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Un sujet à la fois passionnant mais effrayant. C'est le moins qu'on puisse dire. Le ransomware. Rappelons que vous êtes expert en cybersécurité chez EZ France. Benoît, merci. Il est temps de retrouver notre rendez-vous Tech Care, Jérôme. On va parler hypnose. Et oui, hypnose et réalité virtuelle. Apparemment, ce serait un cocktail bénéfique permettant de lutter contre la douleur. Qu'est-ce que tu essayes de m'hypnotiser? Non, j'essaie de m'hypnotiser pour que tu n'oublies pas les prénoms des gens. C'est mal barré. Je ne sais pas si je vais y arriver. Mais je sais très bien que notre invité s'appelle Nicolas Châtel. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas, cofondateur de HypnoVR. Intéressant ce sujet, le fait de se dire que grâce à l'hypnose, on peut réduire le stress et la douleur. C'est vrai. C'est ce que vous faites chez HypnoVR? Alors c'est ce qu'on fait maintenant depuis plus de 5 ans. On a lancé HypnoVR il y a maintenant un peu plus de 5 ans avec mes 2 associés qui sont tous les 2 anesthésistes et hypnopraticiens, le docteur Graff et le docteur Chauvin, avec une idée assez simple qui était comment on peut, grâce à un logiciel et à la réalité virtuelle, mettre les bénéfices de l'hypnose médicale à disposition de tous les patients, où qu'ils soient dans le monde entier. Qu'est-ce que la VR apporte de plus? C'est une bonne question, puisque eux, ils faisaient leur métier, ils faisaient de l'hypnose au bloc opératoire depuis plus d'une dizaine d'années. Et en fait, la vraie contrainte de l'hypnose, quand vous la faites au bloc opératoire ou dans un établissement de santé, c'est que non seulement il faut quelqu'un de formé, et puis ensuite, il faut quelqu'un de disponible. Et ça, c'est 2 choses qui sont un peu compliquées. Et finalement, nous, ce qu'on a essayé de faire, et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on a modélisé l'hypnose, on a fait un logiciel qui reproduit les techniques de l'hypnose, et puis on les a associés au casque de réalité virtuelle pour emmener les patients dans leur monde de confort et de sécurité. Nicolas, expliquez-nous comment l'hypnose peut nous éviter de ressentir fortement la douleur. Comment ça marche? Alors, le principe est assez simple, et d'ailleurs, c'est très naturel. Le principe est, grâce à des techniques d'hypnose, donc c'est des suggestions, on va amener votre cerveau à se focaliser sur un monde de confort et de sécurité qui, généralement, quand vous êtes en établissement de santé ou au bloc opératoire, est assez éloigné de le ici et maintenant, où vous êtes sur une table d'opération face à un médecin pour avoir un geste ou une procédure médicale. Et donc, en fait, c'est par des techniques extrêmement structurées qu'on va amener votre cerveau à se focaliser sur du confort, sur de la sécurité, et non pas sur de la douleur ou de l'anxiété. Et le fait que je me concentre sur ce bien-être, en quelque sorte, fait que je vais moins ressentir la douleur? Exactement. Et alors ça, nous, on s'est attaché à le démontrer cliniquement, puisque c'est la première chose qu'on a cherché à faire avec le docteur Graff et le docteur Chauvin, c'était véritablement de montrer cliniquement que ça fonctionne. Alors c'est vrai que c'est super intéressant. Après, le volet hypnose, on vous réinvitera dans une émission médicale pour en parler. Mais sur l'aspect technologique et réalité virtuelle, donc vous avez développé la solution, vous le dites, et en fait, la personne met un casque de réalité virtuelle, et elle va le garder, mettons, tout au long d'une opération? Exactement. Donc on utilise des casques qui sont assez connus, qui sont des casques qui sont disponibles sur le marché, soit des Oculus ou des casques de la marque Pico ou HTC. Et nous, on s'est focalisé sur véritablement le logiciel, et on utilise les capacités immersives de la VR qui, avec ce sentiment de présence, permet véritablement aux patients d'être dans un monde qui est ce monde de confort et de sécurité. Est-ce que c'est en complément d'une anesthésie ou pas du tout? Alors, c'est une excellente question, et oui, c'est très majoritairement en complément de l'anesthésie. L'idée n'est pas du tout d'enlever l'anesthésie. Non, l'idée est véritablement d'amener un maximum de confort aux patients, un minimum de douleur, tout en diminuant les doses de produits anesthésiques qui peuvent être injectés, parce qu'on sait que l'anesthésie, c'est des effets secondaires, parfois pas graves, parfois juste désagréables, mais parfois aussi plus gênants. Cela dit, là, c'est de l'anesthésie locale, puisque si on est toujours éveillé en hypnose,
ça va être l'endormissement d'une partie du corps, non? Alors, c'est de l'anesthésie locale ou ce qu'on appelle loco-régionale. Pour vous donner une idée, on a récemment un de nos clients qui est une clinique aux États-Unis qui a fait une arthroplastie de la hanche, donc un remplacement de la hanche, chez une patiente âgée de 100 ans, uniquement sous anesthésie loco-régionale avec le casque HypnoVR. Et ça, un des grands bénéfices, c'est que plus les patients sont âgés, plus ils ont du mal à... générale, c'est voilà, ils ont du mal à récupérer. Et donc là, véritablement, ça lui a permis d'avoir une nouvelle hanche. Vous parlez aussi du stress. C'est le stress qui est en amont de l'opération, c'est ça? Il y a toute une préparation. Exactement. Alors, ça peut être du stress qui est soit en amont de l'opération. Il y a clairement des études cliniques qui démontrent que plus les patients sont stressés, plus on a besoin de leur injecter des produits d'anesthésie. Les chirurgiens dentistes, chez qui HypnoVR est utilisé aussi, vous disent très clairement qu'un patient qui vient chez un chirurgien dentiste et qui est stressé, il va saliver plus, donc il va cracher plus, ça va prendre plus de temps. Et puis après, de façon plus globale, il y a aussi dans des actes qui ne sont pas au bloc opératoire, typiquement des gens qui sont stressés avant de faire une IRM ou un scanner, ça permet aussi, grâce à la rémanence de l'effet, d'avoir une meilleure acceptabilité de l'acte. Donc on voit sur votre site que vous avez développé et conçu un véritable kit, qui est ensuite fourni aux hôpitaux, aux indépendants, etc. Comment ça se passe? Alors c'est important effectivement de savoir que HypnoVR, c'est un dispositif médical. Donc on est soumis à la réglementation des dispositifs médicaux, bien que ce soit une technologie. Et aujourd'hui, on est disponible dans plus de 300 établissements de santé, 500 services en France et à l'étranger. Voilà, super. Ça s'appelle HypnoVR, très intéressant. Merci beaucoup Nicolas Chaitel d'être passé par le plateau de Tech & Co pour notre rendez-vous Tech Care, qui conclut donc ce Tech Hebdo de ce lundi, Jérôme. Et oui, alors vous ne serez pas surpris d'apprendre que nous serons là lundi prochain. Oui. Car l'ActuTech ne s'arrête jamais. Agréablement surpris, à choisir. En tout cas, nous, on sera ravis. Bien évidemment. Portez-vous bien. Oui, portez-vous bien. Très bonne semaine. N'hésitez pas à retrouver tous les programmes de la chaîne Tech & Co, avec notamment l'émission que j'ai le plaisir de vous présenter tous les soirs sur BFM Business entre 20h et 22h. Ça, c'est vraiment si vous êtes un accro pur et dur à la tech. Allez-y, c'est bien. À très vite. Merci de nous suivre. Salut à tous.